Bonjour une fois de plus à tous nos participants, à tous ceux qui ont rejoint à temps cette session. Chose promise, chose due. La ponctualité étant la politesse des rois, nous allons lancer cette session pour permettre aux experts et à tous ceux qui sont présents ici sur cette plateforme de communier autour du Kaizen Mindset. Docteur Félicité, si vous êtes prête, nous allons vous céder la scène pour démarrer cette session. Merci Valérie, merci à tous ceux qui ont répondu présents à ce webinaire. Et j'espère que le partage que nous allons faire sera édifiant pour vous et vous permettra d'une manière ou d'une autre d'avancer dans, dans vos différents projets. Euh, je suis docteur Félicité Noudjou, consultante Kaizen et membre de l'ACPK, qui est l'Association camerounaise des professionnels du Kaizen, qui organise cette série de webinaires pour échanger avec tous ceux qui sont intéressés sur différents aspects liés au Kaizen. Aujourd'hui, Valérie, là, je partage mon écran. Est-ce que c'est bien? Il faut que tu me le confirmes, s'il te plaît. Oui, le document n'est pas encore affiché. Voilà, il est affiché. On peut voir le partage d'écran. Euh, Là, est-ce qu'il est en mode diaporama? Non, docteur Félicité, il n'est pas encore en mode diaporama. Donc, l'écriture que je te disais là, l'écriture de Guy Là, littérature, c'est nous parce que bon. en entrée comme en sortie, ça ne nous intéresse Oui, pas. très bien. Je pense on peut lancer comme ça. Et C'est en normalement, il mode doit avoir son diaporama. écrivain là-bas. OK. S'il te plaît, il y a un micro qui est ouvert là. Est-ce que tu peux le couper? Je m'en charge, docteur. Merci. Merci. Quand tu payes son truc, c'est ce qu'on a payé. Moi, par exemple, là, on ne peut pas passer. Ce n'est pas nos écritures. OK. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du Kaizen Mindset. S'améliorer un peu chaque jour. C'est une façon de se transformer et surtout de pérenniser son organisation. Nous avons deux principaux objectifs euh, pour cette présentation. C'est de partager avec vous la puissance des petits pas qui sont essentiellement tournés autour de l'amélioration continue comparativement aux grandes transformations. Et là, on parle non seulement de l'aspect professionnel, mais également euh, personnel. Donc, même ce principe s'applique aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Et nous allons vraiment nous attarder un tout petit peu sur l'outil incontournable de la pérennisation qui est le PDCA. Parce que le tout, c'est pas de faire des petits pas ou d'avancer. Il faut pouvoir pérenniser toutes les améliorations qui sont faites. Et là, l'indispensable et l'incontournable, c'est le PDCA. Moi, je vais parler essentiellement de l'aspect professionnel et Arnaud viendra parler de la puissance des petits pas dans le cadre personnel. Alors, pour commencer, ici, j'ai essayé de représenter ou de schématiser un peu
ce que c'est qu'une entreprise ou de manière générale une organisation. Nous avons là un ensemble de ressources, des ressources humaines, des ressources financières, des ressources technologiques, donc toute la technologie qui est utilisée au sein de l'entreprise, tout le matériel qui est utilisé, les ressources financières, donc tous les moyens financiers, tout l'argent de cash et autres, les, les ressources immobilières, donc tout ce qui est bâtiment, des ressources informationnelles. Ici, on va plutôt regarder les bases de données, les bases clients, ainsi de suite. Des ressources immatérielles, telles que la réputation, la marque, l'image même de l'entreprise qui est une ressource. On a aussi des ressources organisationnelles, telles que les systèmes ou les processus, les procédures qui sont utilisées au sein de l'entreprise. Donc, toutes ces ressources-là sont mises ensemble, agencées d'une certaine façon pour obtenir un produit ou un service pour lequel nous regardons essentiellement deux caractéristiques, le coût et la valeur. Donc, ce qui sort de l'agencement de toutes ces ressources-là, on veut savoir combien ça nous a coûté, donc son coût, et combien est-ce que les clients sont prêts à débourser pour l'acquérir. Ici, on va regarder la valeur de ce produit ou de ce service. Et dans l'agencement que nous faisons de toutes ces différentes ressources-là, l'entreprise est confrontée à pas mal de défis parce que cet agencement doit être fait de telle sorte que nous ayons un produit ou un service qui a le coût le plus bas et la valeur la plus élevée. Donc, une bonne combinaison de coûts et valeurs. Et dans cette tentative d'agencer au mieux ces ressources-là, l'entreprise fait face à des défis variés et divers. Vraiment, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs en termes de défis, de challenges auxquels les entreprises sont confrontées. Je présente ici juste quelques exemples. Ces défis vont s'exprimer en termes de gain de temps des opérateurs. On va se dire qu'il faut un gain de 5 à 20%. Les défis peuvent être au niveau des accidents. Il faut diminuer les accidents. Il faut améliorer le cash flow dans l'entreprise. Il faut augmenter la productivité. Il faut réduire le temps de cycle. Il faut réduire le coût de maintenance corrective. Il faut augmenter le taux de rendement spécifique qui est lié aux équipements. Il faut réduire les écarts de qualité. Il faut avoir une meilleure prévisibilité des performances. Il faut réduire le turnover. Ça, c'est un problème qui vraiment empêche les entreprises, certaines entreprises de pouvoir se stabiliser et d'avancer. Cette rotation parfois assez élevée du personnel. Autre défi encore, on peut avoir besoin de renforcer l'image professionnelle de l'entreprise. Donc, ici, là, c'est vraiment juste quelques exemples et les défis vont s'exprimer différemment en fonction du secteur d'activité, en fonction du type de produit, en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, tous ces défis-là nous amènent parfois, généralement, en début d'année ou au lancement d'un produit ou face à une situation donnée, à se fixer des objectifs. Il faut faire quelque chose. En général, il est question de faire mieux, de faire plus, de faire différemment. Bref, il faut absolument faire quelque chose pour gérer ces défis-là. Alors, il faut faire quelque chose, oui, mais quoi et comment? Pour aborder la question, nous allons prendre un exemple. Le cas d'une entreprise, de deux entreprises, on va dire concurrentes, qui sont à peu près au même niveau de production et qui font face à la même difficulté. Et on va dire qu'elles ont à peu près le même type de ligne de production et font face à peu près à la même difficulté qui se situe au niveau de la ligne d'étiquetage et de conditionnement dans les cartons. Ici, nous sommes dans le cas d'une entreprise de production de jus de fruits
et on a la ligne d'étiquetage et de conditionnement dans le carton. Et actuellement, ils sont à une cadence, on va dire, de 120 bouteilles conditionnées par heure et par personne, qui n'est pas satisfaisant pour eux. Alors, l'objectif est de pouvoir réaliser 240 bouteilles conditionnées par heure et par personne. Nous avons donc 2 entreprises qui sont confrontées à la même difficulté. Il faut relever le même défi. La première entreprise, on dit l'entreprise A, on va dire, a pensé à la solution, je ne vais pas dire simple, mais pour cette entreprise, c'est la meilleure solution. C'est plus pratique d'acquérir une étiqueteuse automatique qui augmente tout de suite euh, la capacité de conditionnement. On était à 120. Avec la ligne, avec une étiqueteuse automatique, on peut facilement doubler ou tripler ce rythme de conditionnement. Ça, c'est l'option que l'entreprise a choisie. Elle rêve de cette ligne, de cette étiqueteuse automatique. L'autre entreprise, l'entreprise B, par contre, elle décide de faire autrement. Elle décide de faire un déploiement Kaizen et fait donc appel à des professionnels pour le faire. Et voilà ce qui se passe avec les experts Kaizen dans l'entreprise B. La première chose qu'on fait, on fait le point sur la situation, on va dire la situation avant, au niveau de cette ligne d'étiquetage. Qu'est-ce qu'on constate? L'employé va faire 3 pas pour aller chercher les bouteilles nues, puis 2 pas pour déposer les cartons, ainsi de suite. Donc, elle passe toute la journée à marcher. Autre chose, les étiquettes sont stockées dans un carton posé au sol parce que la table, non seulement elle est petite et elle est encombrée par divers outils qui ne servent pas forcément. Il y a des outils qu'on a utilisés une fois et on ne veut pas les mettre ailleurs parce qu'on ne sait jamais, ça peut encore nous servir, on préfère garder ça là. Et le poste lui-même, il est encombré de vieux cartons vides et d'outils inutilisés. Comme je disais, on ne veut pas s'en débarrasser parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et vous-même, vous constatez aussi la fatigue physique de devoir se courber, marcher, porter, et ainsi de suite. Voilà le constat qui est fait. Alors, face à ce constat, avec une attitude Kaizen, on va procéder à quelques petits ajustements. La première chose qu'on va faire, c'est l'application du 5S. On va trier, ranger, nettoyer, évacuer tout ce qui ne sert pas à l'étiquetage. On va délimiter une zone précise pour tout ce qui est réellement utilisé pour l'étiquetage, notamment l'adhésif. On va réaménager et redisposer les produits, aussi bien les produits qui doivent être étiquetés et conditionnés que les cartons qui contiennent les produits déjà étiquetés. On va surrelever, on va poser le carton d'étiquette sur la table, surrelever le bac d'étiquette pour le mettre à hauteur de la main, de telle sorte que l'employé puisse l'avoir juste d'un geste de la main. Et vous avez là à gauche l'image qui représente un peu la situation de ce poste d'étiquetage avant et après ces petits ajustements, à quoi ressemble le poste d'étiquetage. Comme vous pouvez le constater, il y a eu essentiellement un réaménagement, une redisposition de tout ce qui était sur le poste de travail ou autour du poste de travail. Alors concrètement, ce réaménagement donne ceci. En ce qui concerne la cadence de production ou d'étiquetage, au début, on était à 120. Avec cette redisposition, nous sommes à 185 bouteilles par heure. On n'a pas encore atteint l'objectif de 240, mais on a déjà augmenté notre productivité de plus de 50%. La distance parcourue par l'employé.
toute la journée, 2 pas, 3 pas, 2 pas, 3 pas, sur toute la journée, l'employé peut faire facilement plus d'1 kilomètre. Et vous avez vu qu'en redisposant, tout est à portée de main. L'employé fait à peine 1 pas. On a au moins 90% de distance parcourue par l'employé qui est réduit. La surface utilisée, on avait une surface pour tout le poste de 12 mètres carrés. On l'a réduit à 7 mètres carrés. On a libéré près de 40%. Et l'espace libéré peut être utilisé pour installer un autre poste, soit d'étiquetage, soit un autre poste un autre poste de travail qui est indispensable pour l'entreprise. En termes d'investissement, ce réaménagement et le coût du consultant qui a fait ce travail, on est à environ à 500 000 francs CFA. Et vous voyez bien qu'avec ces petits aménagements et le coût, on a un retour sur investissement qui est quasi immédiat. Donc, voilà ce que l'entreprise B, qui a opté pour l'option de faire des petites améliorations, voilà ce qu'elle a obtenu. Donc, au bout de 3 mois, rappelons que nous avons initialement 2 entreprises qui étaient confrontées aux mêmes conditions, au même problème de la cadence de poste d'étiquetage qui n'était pas satisfaisant. Donc, on était à 120 bouteilles. Après 3 mois, l'entreprise A, qui avait opté pour l'acquisition d'une étiqueteuse, a déjà déposé 2 demandes de financement et est en train de préparer la troisième, attend toujours. Tandis que l'entreprise B, qui a opté pour de petites améliorations, a déjà augmenté sa cadence de 120 bouteilles par heure et par personne à 185. Après 3 mois, l'écart entre les 2 entreprises concurrentes confrontées initialement aux mêmes conditions, l'écart commence déjà à se creuser et tout cela juste sur la base de petites améliorations qui ont été faites. Là, nous sommes donc passés de 120 à 185. On n'a pas encore atteint notre objectif de 145, mais on a déjà fait 1 pas en avant. Ça, c'est une amélioration. C'est bien, mais elle doit être maintenue. Il ne faut pas qu'on avance, qu'on fasse de surplace ou qu'on recule. On a déjà eu 54% de productivité en plus. On doit faire encore plus ou au moins maintenir cette augmentation de productivité que nous avons faite. Donc, il faut pouvoir garantir la pérennité de ce que nous avons eu, mais surtout d'améliorer encore. N'oublions pas que notre objectif, c'est d'arriver à 240 bouteilles. Alors, pour le faire, l'outil incontournable, c'est le PDCA. C'est la boussole de la pérennité. Et vous avez là donc le schéma de la roue de Deming qui représente le circuit, le cycle de PDCA. Vous voyez, j'ai mis là en rouge sur cette image la partie qui, pour moi, me frappe beaucoup sur le cycle de PDCA, c'est la cale. On dit souvent, on pousse et on met la cale. Parce qu'avec la roue de Deming, le PDCA, il n'y a qu'une seule direction possible, c'est devant. On avance. Il n'y a même pas moyen de rentrer. Même faire du surplace, là, à la limite, c'est même pas possible. On pousse et on met la cale. Mais pour le faire, je veux dire, pour être vraiment en permanence sur la direction, on avance, il faut pouvoir suivre les principes du cycle de PDCA pour avoir les résultats attendus, c'est-à-dire être en permanence en train d'améliorer, c'est-à-dire passer de 185 à 200, après 210, 220 et ainsi de suite. Alors, pour le faire, il faut bien comprendre c'est quoi le PDCA et comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Le PDCA, le P, c'est pour plante. C'est plus simple pour nous de garder le terme en anglais. Le premier point, le P, quel est l'objectif? Quel est le problème? Quel est le défi que nous devons relever? Ici, il est question
d'identifier le problème ou d'analyser les causes et de définir les actions. Généralement, on va dire, il faut définir une action simple. Deuxième étape, le do. Comment implémenter l'action que nous avons précédemment définie? Donc, il faut faire des tests à petite échelle. Et point très important, il faut impliquer les équipes. Une fois qu'on a mené les actions qui ont été définies, il faut donc regarder les résultats. Le troisième point qui est check. Quel est le résultat de l'implémentation de l'action que nous avons définie? Il faut mesurer les résultats, il faut évaluer, analyser les résultats. Et enfin, le quatrième point qui est acte. Sur la base des résultats que nous avons obtenus, qu'est-ce qu'on fait? Si ça marche, c'est bon, ça devient le standard. Sinon, est-ce que ça appelle encore à définir d'autres actions? Et là, on reprend dès le début de notre cycle de PDCA, on repart au premier qui est le plan. On le fait ainsi en permanence. Et pour chaque étape, aussi bien le plan, do, check ou act, il y a une variété d'outils qui sont utilisés pour que chacune de ces étapes-là soit élaborée de manière la plus efficace possible. On ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. C'est juste pour que vous compreniez que même si on dit aussi, c'est vrai que c'est dit qu'il faut identifier un problème, analyser les causes pour plan, il y a une méthodologie même pour le faire. Pour le plan, par exemple, on va parler du brainstorming, de la feuille de route, on va utiliser la cartographie des processus. Bref, il y a des outils qui doivent être utilisés pour que chacune de ces étapes soit bien menée. Pareil pour le do. Au moment d'implémenter, on va se servir des fiches de contrôle, du diagramme de Gantt, des différentes méthodes de collecte de données ou d'échantillonnage. Là encore, il y a toute une méthodologie qu'il faut appliquer pour que cette étape-là soit aussi efficace. Pareil pour le check que pour le dernier point qui est acte. Et pour pouvoir agencer aussi, on a défini dans le plan les actions à mener, on a implémenté, on a analysé et on a, à partir des analyses qui ont été faites, tiré des conclusions. Mais pour que tout cela soit organisé de manière cohérente en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, il faut s'appuyer sur le plan d'action. C'est le plan d'action qui nous permet de nous assurer que les activités ou les actions que nous avons décidé de mener et que les analyses qui sont faites vont nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Et dans ce plan d'action, la structure est simple. Nous devons répondre à ces 5 questions. Si nous avons ces 5 éléments dans le plan d'action, alors nous pouvons être confortables sur le résultat qui va être obtenu. La première question, c'est quoi? Quelle est l'action à mener? Donc, l'action que nous avons définie sur la partie plan. Quelle est l'action à mener? Et il faut être précis. Et l'indication ici qui est donnée, c'est de commencer par un verbe d'action. Première question, qui? Qui va mener l'action? On insiste un seul responsable désigné pour éviter que tout le monde ne fasse rien. On ne va pas dire c'est le service technique qui va devoir le faire, c'est l'équipe de jour qui va devoir le faire. L'équipe, c'est tout le monde de ces personnes en même temps. Ça, c'est se donner les chances pour que l'action ne soit jamais menée. Il faut un responsable qui est nommé personnellement pour chaque action. Quand est-ce que l'action doit être menée? Il faut une date ou des échéances précises. Pendant un mois, ce n'est pas précis. 2 jours, ce n'est pas précis. Comment est-ce que l'action va être menée? Donc, quelles sont les ressources qui vont être nécessaires pour que l'action soit menée? Est-ce qu'il faut un budget pour ça? Est-ce qu'il faut des outils? Est-ce que les outils sont nécessaires? Parce que demander à un personnel de mener une action sans s'assurer que tous les outils nécessaires sont réunis, alors pas moyen d'y arriver. Et la dernière question, en fait, c'est pourquoi? Quel est l'indicateur qui permettra
de savoir que l'action a été menée. Sur quoi est-ce qu'on va apprécier le fait que l'action qui avait été définie a été effectivement réalisée et réussie? Nous allons regarder cet exemple un peu pour illustrer tout ce que nous avons dit là tout à l'heure. Le problème ici qui est défini dans ce plan d'action, c'est de déterminer les causes des pièces défectueuses reprises en fin de ligne. Après, dans la première activité du PDCA, qui est la planification, on a élaboré les actions à mener. La première action qui a été arrêtée, c'est enregistrer le nombre de pièces défectueuses par production sur une fiche de contrôle. Là, on a l'action à mener qui est celle d'enregistrer les pièces défectueuses. Et aussi là, on a l'outil qui répond aux commandes, qui est la fiche de contrôle. Qui va mener l'action? C'est Monsieur François N. C'est lui qui est chargé d'enregistrer les informations sur la fiche de production. Et ici, on précise le responsable, qui peut être le superviseur, qui est en fait celui qui va s'assurer que l'action a été menée. Il va s'assurer que tous les éléments, tous les outils, tout est réuni pour que l'acteur, Monsieur François, puisse faire effectivement son travail. On a parlé de délai, des dates. Ici, on fixe du 1er février au 7 février. Donc, les fiches doivent être renseignées du 1er au 7 février. Et le résultat final, on doit avoir une fiche de production renseignée avec toutes les informations qui sont données là. Ça, c'est pour une action qui essaie d'enregistrer le nombre de pièces défectueuses. Deuxième action définie dans le plan, c'est d'analyser les différents paramètres de production. Là, on a l'acteur, Monsieur Jean, qui, pour cette action, est en même temps le superviseur. Ça peut arriver, ce n'est pas un problème. Les dates, le délai du 1er février au 11 février, on ne va pas dire pendant 2 semaines. Ce n'est pas la même chose. Et qu'est-ce qu'on doit avoir à la fin? Un rapport d'analyse qui montre l'évolution, les variations des différents paramètres. Quand on a ce rapport, on sait que Monsieur Jean a effectué les analyses. Quand on reçoit les fiches de production renseignées, on sait que Monsieur François a enregistré toutes les informations qu'il devait enregistrer. Donc, avec ça, les actions, rappelons ici que les actions sont définies sur la base du problème à analyser et que les actions, lorsqu'elles sont arrêtées, doivent être suffisamment claires avec l'acteur qui fait le délai, des dates bien précises et surtout à la fin, qu'est-ce qu'il est censé fournir comme preuve qu'il a effectivement fait le travail qui était demandé. Alors ici, quelques astuces pour la mise en œuvre du cycle PDCA. Commencez par un petit projet. Impliquer toutes les parties prenantes dans le projet. Là, on a mentionné plus haut qu'il faut impliquer tous ceux qui sont des parties prenantes à l'action qui est définie. Prenez des décisions fondées sur les données plutôt que sur des hypothèses. On a vu, après l'implémentation et l'analyse, la partie check, c'est sur la base de cette analyse-là que les décisions sont prises. Là, on prend les décisions sur des faits qui sont rapportés après l'analyse de certaines données et non, comme on dit là, sur des hypothèses qui peuvent ne pas être bonnes. Et après, les décisions, ça va un peu dans tous les sens. Conserver une documentation détaillée de l'ensemble des progrès réalisés, adopter une approche itérative, répéter le cycle autant de fois que nécessaire.
Et ça, c'est la raison pour laquelle, avec le PDCA, il n'y a qu'une seule direction possible, c'est d'avancer. On ne s'arrête pas. Chaque fois, on fait le tour du cycle. Quand on a implémenté, on regarde qu'est-ce que les résultats de l'implémentation donnent. Est-ce que ça appelle à d'autres actions? On recommence à nouveau. Est-ce qu'il faut déjà standardiser? Parfois, vous allez voir certaines questions qui vont surgir après l'analyse des informations, l'analyse des résultats. Donc, on est en permanence en train d'améliorer, d'améliorer. On ne s'arrête pas. Et quand on améliore, on avance forcément. Et dans ce travail continu, les bénéfices vont au-delà du simple problème qu'il fallait résoudre. Le cas du plan d'action qui a été présenté, qui était celui de déterminer les causes des pièces défectueuses, en appliquant le PDCA et la philosophie Kaizen, les bénéfices vont au-delà de déterminer ou d'identifier les causes des pièces défectueuses. Vous avez une amélioration de la qualité des produits, une amélioration de l'efficacité même du travail, une très forte collaboration des équipes parce elles prennent l'habitude de travailler ensemble, elles prennent l'habitude de résoudre les problèmes ensemble, elles prennent l'habitude de poser des problèmes, de se questionner ensemble. Autre bénéfice, vous avez la standardisation des processus. Et à la fin, c'est la satisfaction du client qui est assurée. Je voudrais revenir sur le fait que la standardisation des processus arrive après avoir analysé les résultats des actions, de l'implémentation des actions. Et notons que ces analyses-là, parfois révèlent des situations ou des faits qui n'étaient pas forcément visibles. Et la standardisation permet donc de poser donc les bases, les nouvelles bases pour pouvoir avancer et avancer au mieux. Donc, l'amélioration continue surpasse les transformations brutales. Nous avons vu dans le cas de ces deux entreprises de production de jus de fruits confrontées à la même situation, celle qui a opté pour, on va dire, un changement brutal, de changer tout simplement le poste de travail, par rapport à celle qui a opté pour une amélioration continue. On a vu après 3 mois l'évolution. Il y a un écart qui s'est déjà creusé entre les deux entreprises. Et ces petits gains-là, qui s'accumulent, deviennent un avantage compétitif majeur pour l'entreprise qui a opté pour la démarche Kaizen. Des petits pas qui sont consolidés par l'amélioration continue soutenue par le PDCA. Et c'est la discipline de suivre le PDCA à travers des plans d'action en permanence qui permet de consolider la transformation qui est faite et de rendre la performance durable. Je l'ai dit et j'insiste encore dessus, on avance, on pousse, on met la carte, on avance seulement. Pas moyen de reculer, même pas de faire du surplace. Donc, je pense que maintenant, vous avez certainement, et j'espère, plein de petites améliorations, vraiment une petite amélioration que vous pouvez déjà mettre. Le plus important, c'est suivre le cycle de l'amélioration continue et le plan d'action vous aide à y arriver. Et j'aime bien cette phrase de l'Américain Robert Collier, le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Donc, aussi bien dans nos entreprises, dans nos organisations, et Arnaud va revenir sur l'aspect personnel tout à l'heure, les petits efforts, vraiment, c'est la base du succès. Donc, voilà ce que moi j'avais pour vous en ce qui concerne cette présentation.
surtout sur l'aspect professionnel de l'amélioration continue, un petit pas après l'autre, on le consolide et on fait le prochain petit pas, on consolide et on fait le prochain petit pas. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que Arnaud va poursuivre avec sa présentation. On peut faire un tollé d'applaudissements Merci, pour docteur le docteur Félicité. Félicité, qui a été très brillant lors de sa présentation. Pardon, Monsieur Mba, vous avez la parole. Oh, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être des vôtres ce matin. Bonjour ou bien bon après-midi. Je ne sais pas où vous vous trouvez. Est-ce qu'on voit mon écran, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Est-ce Mba, que mon écran est visible. visible? Oui, l'écran est bien partagé. Alors, c'est c'est pas souvent que je fais ce genre de présentation, surtout dans le monde du Kaizen auprès des professionnels. J'ai vu beaucoup de professionnels en ligne. Le challenge que nous avions avec le docteur Félicité, que je profite au passage pour saluer sa présentation, si concis et véritablement à propos avec les exemples qu'elle a donnés. Bravo, docteur. Alors, pour cette présentation-ci, Kaizen Mindset personnel. Donc, il était question cette fois-ci de dire, OK, oui, nous parlons beaucoup des professionnels, nous parlons beaucoup de l'entreprise, mais qu'en est-il effectivement du professionnel en lui-même? Lui, en tant que personne, et nous avons voulu cette fois-ci rentrer dans son quotidien. Vous pouvez voir à l'affiche là une dame qui a mille et une choses à faire et qui ne sait par où débuter. Et donc, l'idée dans cette présentation, qui est tirée parfois de mes lectures, beaucoup de mon expérience et de ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est de demander, se poser la question, comment faire pour aller vers l'essentiel? Et donc, dès le début, on va commencer avec quelques croyances qui nous éloignent de l'amélioration continue. Beaucoup de gens pensent dans leur pratique au quotidien, peut-être pas dans la tête, mais dans leur façon d'agir au quotidien, que tout a la même importance. Toute chose a la même importance. On va se dire, OK, ce matin, je commence par ci, je vais à un rendez-vous professionnel, ensuite je reviens au bureau. Mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui est plus important en ce moment pour nous? Et vous allez voir que je mets un peu en dessous de ce titre-là, la loi de Pareto. En fait, ce sont des outils qui peuvent contribuer à aborder ce problème-là. On va les laisser tout pour le moment. Beaucoup de gens pensent aussi qu'on peut être multitâche. Ça veut dire, nous débutons une activité, si nous ne la terminons pas, nous allons là-bas, nous débutons une autre activité. Bon, la plupart des consultants Kaizen qui sont avec nous ce matin et qui, pour la plupart, ont des entreprises, savent de quoi je parle. Nous sommes partagés entre le business personnel, la consultation personnelle, avec peut-être nos activités d'entrepreneurs, où nous devons avoir des personnes et nous devons gérer toutes ces activités-là. Quand on essaye d'être multitâche, ça aboutit au stress et la médiocrité. Parce que nous allons aborder ou débuter beaucoup de choses et nous n'irons pas au bout. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, il est séquencé. Le cerveau ne peut attaquer plusieurs choses au même moment. Le cerveau est programmé, et ça, c'est une étude que j'ai eue dans le livre, que j'ai pu lire dans le livre de One Thing, où on te dit que le cerveau, lui, ne peut pas faire plusieurs activités à la fois. Le cerveau commence une activité, la termine avant d'aller. Donc, plus, si vous entamez plusieurs activités, il y a de fortes chances
que vous puissiez abandonner la plupart de ces activités-là. Certaines personnes pensent on peut avoir une vie disciplinée. L'idée ici, la discipline est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas, on ne peut pas se discipliner, se lever comme un robot tous les matins, dire je fais sport, je fais ci, je fais ça. C'est assez compliqué de pouvoir le faire tout le temps. Donc, se discipliner tout le temps, c'est pratiquement impossible. Et donc, à la place, qu'est-ce qui est recommandé? C'est de pouvoir construire quelques habitudes. C'est de se dire, OK, nous avons plusieurs choses à faire, mais quelles sont les activités, les habitudes que nous pouvons construire au quotidien? Mais pouvoir faire en sorte d'être discipliné tous les jours, c'est assez compliqué pour le cerveau humain. Quatrième croyance qui nous éloigne de l'amélioration continue, on a de la volonté à volonté. Donc, les gens disent que non, du moins, je pense que je peux, je vais le faire. Non. Le matin, on a une source d'énergie, mais cette source d'énergie est tarissable. Donc, au fur et à mesure des petites décisions et des petites actions que nous prenons, cette source d'énergie va naturellement baisser. Et je m'en vais comme ça attaquer ceux qui, au réveil, la première action qu'on pose, c'est souvent de ramasser son téléphone et de commencer à pianoter. Nous sommes, sans le savoir, en train de diluer et de tuer notre volonté. Après, même pour des actions simples, nous aurons de la difficulté à les entreprendre. Donc, il est important à ce moment-là de traiter l'important le plus tôt possible le matin ou au réveil. Avoir une vie équilibrée, c'est beaucoup plus une vie de priorité. Avoir une vie équilibrée, y croire, c'est assez compliqué. On est beaucoup plus porté à se prioriser. Et enfin, voir grand. Beaucoup de gens disent non, il faut commencer de petites choses. Voir grand, c'est mauvais. Commençons pas de petites choses. Il est très important, oui, de voir grand. De fixer de grands objectifs, mais pas de grandes actions, de grands objectifs. Être audacieux, oui. Ne pas craindre l'échec, oui, mais de petites actions. Donc, c'est important de voir grand. Malheureusement, beaucoup dans nos environnements, nous avons des croyances limitantes qui nous empêchent de nous mettre dans cet état d'esprit-là. Alors, la première étape dans le Kaizen Mindset personnel, nous en avons 7. La première étape, c'est commencer par le pourquoi. Bon, c'est très fameux, hein? Tout le monde ici certainement a déjà entendu parler de l'ikigai. J'aurais pu mettre vision comme dans le monde du corporate, mais plus personnellement, pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons au quotidien? Qu'est-ce qui me rend profondément vivant? Qu'est-ce que j'aime faire naturellement? Quelle contribution je veux laisser? L'erreur que beaucoup d'entre nous commettons, c'est de vouloir poursuivre les autres, poursuivre un gros bénéfice, se comparer à son collègue qui plus ou moins réussit dans tel domaine et on veut faire dans le même domaine. Est-ce que effectivement c'est ce que nous voulons? Donc la première question ici, c'est de se poser la question du pourquoi autour de ces 3 questions qui résument l'ikigai personnel. Donc, il n'est pas possible dans ces conditions d'avoir une certaine amélioration sans qu'on ait soi-même une direction personnelle. Donc, on doit pouvoir observer et savoir où est-ce qu'on veut aller avant de se diriger vers l'amélioration. Deuxième étape, observer sans juger. Donc, comme dans le cas, on va vous dire, allez sur le Gemba. Mais cette fois-ci, le Gemba, c'est vous. Vous devez pouvoir vous observer sans vous juger. Vous observez sans vous comparer à quelqu'un d'autre. Vous observez sans effectivement dire qu'il y a tel qui est meilleur entrepreneur, il y a tel qui est meilleur consultant, il y a tel qui est meilleur employé. Non.
Vous vous observez sans vous juger pour voir quelles sont les habitudes au quotidien que vous avez. Quelles sont les pratiques que vous avez au quotidien? Parce que, comme on l'a dit, Peter Drucker le dit, on ne peut améliorer ce qu'on ne peut mesurer. Donc, on doit pouvoir ça observer. Maintenant, quand vous vous observez, qu'est-ce que vous en faites? Parce que dire s'observer, quelqu'un va se dire non, je me sors le matin, je pense, je sais ce que je fais souvent. Oui. Mais très souvent, il faut noter ses habitudes, les noter dans un document, faire un bilan de sa journée, noter régulièrement ce qu'on fait. Une fois que nous l'avons noté, on commence à prioriser et éliminer les gaspillages. Là, nous entrons déjà dans les outils. Quelques outils que nous avons vus dans la formation Kaizen ou bien quelques outils d'amélioration continue qui existent. D'aucuns ont parlé des outils de gestion de la qualité. Fixer des priorités aide à augmenter les performances. Ceci peut être expliqué plus loin en utilisant le concept des 4 D. Alors, c'est quoi les 4 D qui vont aboutir sur la matrice des priorités ou la matrice de Eisenhower? Faire certaines tâches qui sont la plus haute importance et ne peuvent être réalisées que par vous ou nécessitent une action immédiate. Nous devons, dans les activités que nous avons pu observer, dans les aptitudes, dans les habitudes que nous avons pu observer, déterminer quelles sont les tâches qui requièrent obligatoirement notre présence. Elles sont très importantes, mais il faut aussi qu'elles requièrent obligatoirement notre présence ou bien qu'elles nécessitent pour nous une action immédiate ou un mot immédiat pour pouvoir débloquer ces actions-là. Ensuite, nous devons pouvoir identifier les tâches que nous pouvons déléguer, qui ne nécessitent pas entièrement notre participation, déléguer d'autres personnes en leur donnant les moyens. Oui, ces actions-ci peuvent être faites par d'autres personnes, mais est-ce que nous les avons donné les moyens pour le faire? Donc, déjà, il faut penser à la délégation, le deuxième D. Troisième D, ajourner. Quand vous allez noter les activités à faire, parfois vous allez courir pour faire certaines activités qui n'ont pas besoin d'être faites ces jours-là. Parce qu'on se précipite, parce qu'on veut être ultra performant, parfois on passe à côté de l'essentiel, parce qu'on court à faire des activités que l'on peut ajourner, qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Si elles ne sont pas urgentes, pourquoi focaliser notre attention dessus? Donc, ajourner les tâches qui ne sont pas urgentes, elles peuvent attendre ou être mises en attente, même si elles sont importantes. Ensuite, supprimer. Annulez totalement les tâches qui ne sont pas indispensables à la réalisation de vos objectifs. À ce niveau-ci, je vais vous poser quelques questions avant qu'on continue. Est-ce que, au vu de ce que je viens d'expliquer, vous identifiez déjà parmi vous quelques tâches que vous pouvez supprimer dans votre quotidien? La parole à qui veut la prendre, hein? Valérie San, s'il te plaît, est-ce que quelqu'un peut lever la main, prendre la parole, dire quelque chose rapidement et puis on avance? Ah, Est-ce d'accord, la que parole dans est tout à ce qui que je veut la viens prendre. de dire, il y a quelque chose dans votre quotidien actuellement que vous pouvez supprimer tout simplement? Des tâches qui ne sont ni importantes, ni urgentes, qui ne nécessitent pas de votre présence. Oui, monsieur Kango. Oui, vous pouvez parler, ouvrez votre micro. Oui, si monsieur Kango ne peut parler, Sylvie, San, tu peux parler? Oui, oui, monsieur Alors, Kango, allez-y. oui, déjà, je vous remercie de votre présentation, vraiment très intéressante. Yannick Ekango, directeur technique chez Agroboost Consulting. D'accord, merci. Merci de votre présence ce matin. Oui. Déjà, de par votre présentation, disons, je me suis reconnu à l'intérieur, en tout cas. Donc, de là, j'ai vu des éléments que je peux déjà déléguer à d'autres personnes.
D'accord. Donc, j'avais l'habitude de prendre ça sur moi. Donc là, D'accord. j'ai vu maintenant il y a des priorités, comme on l'avait dit, ceux qui nécessitent absolument que je sois présent, d'autres que je dois vraiment les déléguer. Oui, mais Monsieur Ekango, qu'est-ce que vous voyez dans ce que vous faites aujourd'hui là? Des choses que vous pouvez tout simplement supprimer. Donc, vous n'avez pas besoin, pas déléguer, hein, supprimer. Ça ne vous n'en avez pas forcément besoin. Là, on est un peu dans l'élimination des mudas chez nous. Allô? OK. Bon. Si Monsieur Ekango, est-ce que Sylvie Sanchomi a levé la main? Si elle peut dire un mot et puis on continue rapidement. Vraiment, je félicite les panélistes de ce webinaire parce que ce webinaire, vraiment, et ce On a du mal matin, à t'écouter, Sylvie. Du moins, j'ai du mal à te recevoir. allô, Oui. est-ce que vous me suivez? Allô, allô, Oui, Sylvie San, en tout cas, moi, je t'entends. allô, est-ce que vous Oui, me suivez Sylvie maintenant? San. Oui, Sylvie San, je t'entends très bien. Ah, Je ne sais pas d'accord, pour voilà. les autres, mais Oui, tu peux d'accord, poursuivre. d'accord, Oui, d'accord. oui, nous vous Alors, j'étais en écoutons train de dire attentivement. tantôt, d'accord, j'étais en train de dire tantôt que ce webinaire est vraiment un webinaire qui tombe à point en ce qui me concerne, parce que ce matin, effectivement, je me posais cette question. Et concernant la discipline, ça, c'est un point où je m'étais vraiment longtemps posé la question aussi. C'est-à-dire quoi? Par rapport à ce que Arnaud San vient d'expliquer, je préférais d'abord faire des choses qui me plaisent. C'est-à-dire, dans tout ce que j'avais énuméré comme les activités de la journée, je choisissais de prioriser celles que j'aime faire et je mettais celles que je n'aime pas faire à plus tard. Or, en général, dans ce que je n'aime pas faire, il y a souvent les urgences. Du coup, je me retrouvais en train de me coucher à minuit, en train de me coucher à 2 heures, et je trouvais que 24 heures était petit. Du coup, quand il a parlé de la discipline, qu'il est vraiment difficile de se discipliner, si on le dit comme ça, vraiment, ça ne donne pas. Alors, c'est où vraiment j'ai compris en fait. Donc, penser qu'on peut se discipliner juste parce qu'on a la volonté, ce n'est pas suffisant. Donc, il faudrait donc que je, par exemple, les MUDA, pendant qu'il expliquait les MUDA que je peux soustraire, c'est que les moments où je ne travaille pas en dehors de chez moi ou de mon bureau, je me donne souvent une sieste entre 14 heures et 16 heures. Désolé. Et, et cette sieste-là, vraiment, n'est pas nécessaire. Ah, elle n'est pas nécessaire. Pourtant, je l'avais déjà tellement mise que si je ne prends pas cette sieste-là, quand je travaille dans mon bureau ou bien de chez moi, j'ai l'impression que je ne suis pas équilibrée. Vraiment, merci à nos San pour ce webinaire. Merci pour Docteur Félicité d'avoir vraiment abordé le sujet-là, de ce que c'est que le cerveau, nous amener à comprendre ce que c'est que la discipline en soi et qu'il est important de noter, de prioriser, de tenir compte des urgences et de ne pas juste tenir compte de ce qu'on aime faire. Merci. Merci Sylvie, merci. Ça m'a permis de résoudre mon petit souci d'Internet. Allez. Alors, on revient à notre matrice. On va pas faire le cours sur la matrice de Eisenhower ici. L'idée, c'est de pouvoir apprécier les tâches à accomplir en termes de priorité, permettre de se concentrer aux tâches pour lesquelles on a le plus de compétences, de temps ou de pression, identifier les tâches à déléguer, gérer les capacités disponibles en cas de surcharge, limiter la dégradation de la qualité des prestations en cas de surcharge. Est-ce que on m'écoute? Je voudrais juste me rassurer. Oui, oui, nous vous écoutons. D'accord, merci. Alors, voilà un peu ce petit tableau-là. C'est un tableau à deux entrées
que vous pouvez hein, utiliser pour vos planifications. Ça veut dire que si vous avez un agenda, vous pouvez utiliser ce tableau-ci, dire, OK, d'un côté, nous avons l'important, de l'autre côté, nous avons les urgences, et on trace qu'est-ce qui est plus important et plus urgent. Ça, ce sont des activités, très souvent, les activités importantes et urgentes sont les activités qu'on doit faire soi-même. Important pour nous, je précise bien. On peut les faire soi-même. Maintenant, les activités qui sont juste urgentes et qui ne sont pas très importantes, on peut imaginez, vous devez payer votre facture d'électricité. C'est urgent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas important. C'est pas important parce que ça ne fait pas partie de vos éléments de productivité. C'est urgent parce que si vous ne payez pas l'énergie, on peut vous couper la lumière et on ne peut pas travailler sans énergie électrique. Pareil pour la facture, je ne sais pas, d'Internet, du câble, etc. Alors ça, c'est pas important pour vous parce que quelqu'un d'autre peut aller payer cette facture. C'est pas important pour vous parce que si vous animez une formation, est-ce que c'est à vous de faire le rapport forcément? Si vous avez eu quelqu'un qui a assisté à la formation avec vous, cette personne peut faire le rapport. Ce n'est pas important pour vous. Le plus important pour vous, c'était de préparer le module parce que vous avez la capacité et la compétence pour le faire. Mais ce n'est pas à vous de faire le rapport de la formation. Quelqu'un d'autre peut le faire. Et pour ça, vous devez veiller à ce que dès le départ, cette personne soit informée. Donc, soit on le fait soi-même, soit on délègue à quelqu'un. Et il y a des activités qui ne sont ni importantes ni urgentes. Scroller sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est important? Pas vraiment. On va dire oui, si je dois animer ma page LinkedIn, c'est quelque chose d'important. Je peux planifier cela. Mais si je dois aller sur Facebook pour voir qu'on a fait le remaniement et qu'on a un nouveau président de l'Assemblée nationale, en quoi cette information est très importante pour moi? Si je ne suis pas politicien, bon, je suppose que beaucoup d'entre nous ne sont pas politiciens. Je m'excuse pour les politiciens. Alors, quelques activités qui sont chronophages et qui sont voleurs de temps, ce sont la procrastination. Vous avez quelque chose à faire, vous savez que vous devez le faire, mais vous faites autre chose. Ça nous arrive à tous. Et on doit pouvoir identifier cela. Qu'est-ce qui est important pour moi? Je ne dois pas procrastiner sur ce qui est important pour moi. Le manque de délégation. Le mauvais côté des consultants, du moins le point faible souvent des consultants, c'est que plus ils grandissent sa compétence, plus ils centralisent certaines activités. Mais en même temps, ils doivent comprendre que quand ils grandissent en compétence, il y a des activités qu'ils ne sont plus en droit de faire. Et donc, l'un des tips qu'on verra plus loin, c'est que si on rajoute une activité dans notre emploi de temps, nous devons forcément supprimer ou déléguer l'autre activité. Le manque de clarté dans les objectifs. Si vous sortez le matin et vous vous comportez comme un poulet, le poulet, quand il sort, il sait qu'il va picorer toute la journée. Donc, il sort, il ne planifie pas. Si nous-mêmes, le matin, nous nous levons, nous sortons, nous commençons à scroller sur Internet, regarder les pages Internet, et c'est quand quelqu'un nous dit, ah oui, nous avons une activité que nous faisons. Alors, est-ce qu'on grandit? Vous devez être comment je vais dire ça? Vous devez être au volant de vos activités. Laissez-moi vous faire une confidence. Il est plus facile pour certains. Quand nous avons un boulot, je ne sais pas moi, quand nous sommes interpellés pour un projet, le projet a forcément parfois des délais. On va arriver le matin, on nous attend à 7h30, je ne sais pas moi, et tout le soir, on doit quitter à 17h30, etc. Dans ce cadre-là, nous sommes souvent très prolifiques. Pourquoi nous sommes prolifiques souvent? C'est parce que quelqu'un d'autre nous a imposé sa façon de faire. Est-ce que lorsque nous devons le faire par nous-mêmes, nous le sommes toujours? Nous devons nous poser cette question-là. Le manque de fixation des priorités, le manque d'autodiscipline. Ensuite, il y a d'autres chronophages externes, le téléphone, les réseaux sociaux, les réunions, les visites inopinées. Voilà, vous êtes quelqu'un, les gens aiment bien vous rendre visite parce que vous êtes sociable. Mais sauf que les visites inopinées qu'on vous fait ou bien que vous faites à quelqu'un d'autre vous bouffent votre temps. Mais surtout les visites que les autres vous font. Donc, il serait important que vous puissiez définir un environnement où
parfois, vous créez de l'isolation. La socialisation, c'est vous qui passez partout, vous saluez tout le monde, vous papotez avec tout le monde. Ça vous bouffe du temps et le manque d'information. Alors, il faut pouvoir, après qu'on a fait ce constat-là, après que nous avons analysé nos activités, après que nous avons analysé nos habitudes, afin que nous avons défini nous devons mettre en place un rituel d'amélioration au quotidien. Ça signifie qu'on doit s'organiser, on doit mettre en place des systèmes. Ceci dit, avoir un système de rappel pour vous dire quand vous avez besoin de faire quoi. Ne pas essayer de se souvenir de tout dans votre tête, car votre cerveau ne peut pas tout retenir. Écrire soigneusement les choses que vous devez faire, y compris les rendez-vous et les délais dans votre agenda, dans votre ordinateur ou téléphone. Si nous n'avons pas d'agenda, que ce soit numérique, mais je préfère les agendas papier, c'est assez difficile d'être productif chaque jour. Ensuite, nous devons nous poser quelques questions. Et chaque jour, soit le matin, soit le soir, qu'ai-je amélioré aujourd'hui? Ça, c'est le soir. Le matin, on peut se dire, qu'ai-je amélioré aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais mieux demain? Qu'est-ce que je peux faire mieux par rapport à aujourd'hui, demain? Si c'est la seule chose que j'ai accomplie aujourd'hui, serais-je content de ma journée? Donc, chaque chose qu'on veut faire, on doit se poser cette question. Si c'est la seule chose, là, c'est pour déterminer quelle est l'activité la plus importante à faire aujourd'hui. Suis-je productif ou seulement actif? Ça peut sembler basique de poser ce genre de questions, mais je peux vous rassurer que dans 8 heures de temps, souvent, nous sommes très rarement productifs pendant 3 heures. Et donc, si on pouvait avoir ce rappel mémoire pour nous dire, en ce moment clé, est-ce que je suis productif ou je suis tout simplement actif? Je bouge, mais sans faire quelque chose de productif. Ensuite, est-ce que je m'invente des choses à faire pour éviter l'important? Vous savez, parfois on a un travail. On doit peut-être faire un rapport à quelqu'un, à notre boss. Dans un projet, on a fini un projet, on doit faire un rapport, on doit faire ceci. Et puis on se dit occupé. Mais pourtant, on s'invente des choses qui ne sont pas utiles pour ne pas faire l'important. On a une boulimie d'activités, on commence beaucoup de choses, mais à la fin, on ne fait rien. Est-ce que je m'invente des choses à faire pour éviter l'important? Dans la fixation de nos activités quotidiennes, nous devons pouvoir nous poser ces questions, soit pour les définir, soit pour évaluer si nous avons été productifs. Alors, autre chose à faire sur le plan personnel, j'ai déjà parlé de ça, nous devons avoir une to-do list. L'emploi de temps est une tâche quotidienne qui consiste à garder les traces de temps alloué à chaque activité de manière à déterminer comment nous avons fait usage de notre temps. Donc, idéalement, le matin, ce que je fais souvent, c'est de noter ce que j'ai à faire. Et quand je note très souvent, je sais que cette liste-là, il y a beaucoup de choses et je sais que je ne pourrais pas les faire toute cette journée. Je choisis donc maintenant en priorité qu'est-ce que je dois faire et le reste, je dis, OK, va s'occuper de lui-même demain. Autre chose que nous pouvons faire, c'est automatiser certaines tâches importantes. Alors, dans le cadre de mes activités entrepreneuriales et même personnelles, il y a des formations que je donne. Et des formations souvent sur la santé et sécurité ou bien sur le management qualité ISO, etc. Et je me suis rendu compte que, bon, comment je fais pour que les gars aient accès à ces formations-là sans que je sois obligé d'être là tous les soirs, 3 fois par semaine à faire le coaching. J'ai fait donc des vidéos préenregistrées que j'ai mis en ligne sur une plateforme et donc je me suis chargé de trouver quelqu'un d'autre pour faire le coaching derrière.
Ça veut dire que le plus important qui était les vidéos qui doivent suivre, qui viennent de moi, je les fais, je les mis en ligne. Et il y a donc quelqu'un qui est derrière pour suivre, effectivement, est-ce que ces gars font ce qu'ils ont à faire? Oui, parce que l'autre aspect, c'est de pouvoir automatiser certaines tâches importantes pour ne pas avoir à faire des répétitions tout le temps. Maintenant, lorsqu'on demande de déléguer, c'est facile hein, à dire, mais déléguer parfois peut être fatal pour vous. Fatal si vous ne savez pas comment déléguer. Ça encore, je parle d'expérience. Vous avez des personnes qui travaillent pour vous. Vous avez des personnes qui font certaines activités pour vous. Et vous leur dites, faites-ci. Une semaine passe, c'est plutôt des plaintes à répétition, soit des clients, soit des partenaires, et l'activité n'est pas toujours faite. Et quand vous essayez d'analyser, vous vous rendez compte que la personne à qui vous avez demandé de faire cette tâche pour vous, ce que vous n'avez pas mesuré, c'est que vous avez 15 ans d'expérience dans cette activité, donc c'est plus facile pour vous de le faire. Mais cette personne, elle n'a qu'un an d'expérience. Et donc, même si elle a la meilleure volonté du monde, elle ne peut pas travailler comme vous. Et donc, c'est quoi la solution à ce moment-là? Il faut définir des petits modes opératoires. Vous savez comment ça se fait. Alors, travaillez avec cette personne pour avoir des modes opératoires pour dire, pour cette activité que je ne veux plus faire et que je te délègue, voici comment on la fait. Et formez régulièrement ces personnes à qui vous avez délégué vos activités. Autrement, vous n'aurez que des plaintes. Et la troisième chose que je n'ai pas mise ici, c'est de suivre. Ne donnez pas quelque chose à quelqu'un et puis vous ne suivez pas. Récemment, je travaille avec un partenaire. Une des choses que j'ai constatées, ce partenaire, il devait faire des coachings à ma place, mais j'avais déjà préparé les éléments. Mais au départ, quand je le suivais, il faisait un très bon travail. J'ai essayé de relâcher et il y a eu des manquements. Donc, il est important à un moment de toujours marquer un temps de suivi. Donc, faites des petits modes opératoires, des SOP, comme on en parle dans nos formations. Formez régulièrement les personnes et puis suivez. Ah, OK. Autre technique que je vous recommande, il faut apprendre à dire non. Nous devons apprendre à dire non. Ce n'est pas facile. Avec dans le domaine professionnel, ça peut facilement passer. Parce que parfois, on se comprend, on a des niveaux plutôt pareils et tout, on se comprend. Donc, nous avons fait du management. Mais en société, dans le volet social, avec nos familles, ça passe parfois pas. Vous ne pouvez pas tout faire. Choisissez un objectif particulier que vous voulez atteindre et soyez responsable de votre décision en vous engageant fermement à la réalisation de la tâche prévue. Évitez de souffrir d'indécision. Oui, une décision qu'on prend 10 jours après, même si elle est bonne, est moins bonne qu'une décision qu'on peut prendre dans l'heure et après se rajuster. Et ça encore, c'est de l'expérience. Parfois, les gens à qui vous déléguez des choses vont souffrir de vos indécisions. Vous leur demandez de faire quelque chose. Ils vous relancent, ils vous donnent une information. Pendant que vous réfléchissez, vous perdez de point de vue ces éléments et ils laissent tomber. Il est important de dire, OK, allez-y. Même si vous cassez le nez, au moins on aura avancé. Pas de laisser l'indécision. L'indécision va créer le manque d'action. Et si on n'est pas dans l'action, on ne peut pas réaliser. Parce que c'est dans l'action qu'on va faire des erreurs, se corriger et avancer. Ne pas entreprendre des choses que vous ne pouvez pas terminer. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir suffisamment de temps pour accomplir une tâche, ne vous sentez pas obligé d'en prendre la responsabilité. Oui, c'est encore des choses qui nous parlent. Restez cohérent à vos objectifs. Concentrez-vous sur vos objectifs. Fixez et accomplis jusqu'à la fin. Donc, choisissons ce que nous devons faire. Pour le reste, sachons dire non. Parce que ne pas dire non, vous allez créer des mécontents et vous croirez que vous avez fait le plus important, que vous avez accepté. Alors que vous avez accepté, ça vous a plutôt condamné. Et les gens ont compté sur vous et ont laissé cette activité alors qu'on pouvait la confier à quelqu'un d'autre. Si vous ne pouvez pas, sachez dire non.
Si vous pensez que vous avez une autre activité professionnelle qui peut vous être plus rentable, vous pouvez refuser un marché parce que vous avez déjà autre chose à faire. Ne soyons pas là à courir derrière 10 000 lièvres et ne courir derrière rien à la fois. Alors, je reviens, une fois qu'on est passé sur ces éléments-là, on va un peu revenir au basique, au Kaizen. Je vais citer quelques principes là que certains n'ont forcément pas. Abandonner les idées fixes, challenger le statu quo. On peut toujours améliorer. On peut toujours faire des remontrances sur ce que nous avons fait. Pensez à comment faire plutôt qu'expliquer pourquoi on ne peut pas faire. Oui, on l'a vu dans l'attitude positive. Pensez aux solutions. Pensez solutions. Ne pensez pas non, on ne peut pas faire. Voici la raison pour laquelle non. Si vous pensez à la solution peut être quelqu'un d'autre. Ne vous limitez pas à vous. Ne pas s'excuser, ne pas blâmer, ne pas critiquer. Passez à l'action. Passez à l'action, essayez, corrigez, ensuite validez. Ne cherchez pas la perfection du premier coup. Oui, euh, féliciter le docteur, féliciter est revenu plusieurs fois dessus. De petites actions d'amélioration, de petites actions d'amélioration. 50% d'amélioration maintenant est tellement mieux que 100% à l'avenir. Une décision prise maintenant qui va pas forcément apporter le meilleur résultat est forcément mieux qu'une décision qu'on ne prend pas et qu'on prendra à l'avenir. Corriger les erreurs immédiatement après la découverte. Oui, le problème, et ça c'est très important, lorsque nous remarquons un manquement, corrigeons le manquement. Arrêtons-nous et corrigeons le manquement. Si la plupart, vous avez vu des vidéos sur le Kaizen, vous allez voir que à chaque fois que ce soit dans le plan professionnel ou individuel, il est important lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on s'arrête, on corrige la chose avant d'avancer. Pourquoi? Parce que si on ne corrige pas la petite erreur immédiatement, elle va devenir quelque chose d'incontrôlable après. Trouver la solution à coût zéro. Effectivement, vous avez vu que tout ce que je vous ai proposé là ne requiert pas forcément beaucoup d'argent et tout. Ça requiert de l'organisation de votre part. Ça requiert de l'organisation de notre part. Les solutions que nous devons trouver sont des solutions qui sont à coût zéro. Les problèmes vous donnent une chance de penser et sont source de progrès. Donc, ne regardons pas les problèmes comme des fatalités, regardons les problèmes comme des sources d'opportunités. Regardons les problèmes comme des sources d'amélioration. Autrement, on va stresser pour rien et ça ne va rien nous apporter. Demandez pourquoi. Vous avez vu, on a parlé au niveau de l'ikigai. À chaque fois, il est question du pourquoi. Et maintenant, devant un problème, il faut trouver la cause racine. On va encore se poser la question du pourquoi. Et il y a un outil très bien qu'on utilise toujours dans le domaine du Kaizen pour ça. Ce sont les 5 pourquoi. Devant un problème, on se pose la question 5 fois pourquoi et on peut arriver à la cause racine. Les idées de 10 personnes valent mieux qu'une. Oui, quand vous déléguez, ne déléguez pas de manière directive. Faites en sorte que ce soit des travaux d'équipe. C'est pas parce qu'on a dit que c'est le Kaizen personnel qu'on parle seulement de la personne. La personne aussi avec les autres. Certaines activités que vous voulez faire, vous pouvez avoir besoin de votre équipe pour cela. Et donc, l'équipe, vous devez avoir sa participation. L'amélioration continue n'a aucune limite. On peut s'améliorer tous les jours, sans limite. Alors, voilà un grand petit tableau là. Nous devons faire de petites actions intelligentes, avec constance, plus de temps. Les petites actions intelligentes, s'il n'y a pas de constance, ça n'a pas d'effet. Si elles ne se font pas sur une certaine durée, ça n'a pas d'effet. Donc, la différence radicale va naître du fait qu'on a fait de petites actions régulière, avec une certaine constance, et étendue dans le temps. Ça nécessite qu'on construise des habitudes au quotidien pour nous-mêmes. Ça nécessite qu'on ait des personnes avec lesquelles on peut le faire. Ça nécessite qu'on mette en place un système. Et donc, voilà un petit schéma. Vous pouvez voir. Et là, si on met en place des petites actions, ça, c'est, je sais pas, il y a un livre qu'on appelle Un rien peut tout changer. C'est un livre écrit par James Clear qui parle du pouvoir des petites habitudes. Et lui, il vous dit, au départ, les gens, très souvent, et ils ont appelé ça la vallée des regrets. Non, attendez. La vallée des regrets, pourquoi? Parce que très souvent, c'est à ce niveau que beaucoup de gens s'arrêtent.
ils se rendent compte que les petits efforts, ils ne voient pas les résultats au début. Parce que dès le début, ils veulent des résultats. Quand ils ne voient pas les résultats au début, très souvent, ils vont s'arrêter, ils vont abandonner. Pourtant, ce n'est pas l'occasion d'abandonner. Et donc, ceux qui vont persister, après, on aura une réussite exponentielle. C'est pour ça qu'on parle de petites actions avec une certaine constance dans le temps. On a une différence radicale à la fin. Et donc, en sixième, je deviens un peu plus léger là. Cultivons l'esprit du débutant. Nous devons toujours nous inscrire dans l'amélioration continue. Je suis content de voir beaucoup de consultants Kaizen en ligne aujourd'hui. Parce que parfois, on peut se dire que oui, on connaît déjà un peu le Kaizen, nous sommes dans la pratique depuis, mais est-ce que nous avons alors besoin de revenir encore faire un truc sur le Kaizen? Non. Tous les jours, nous devons cultiver l'esprit du débutant. Accepter de ne pas tout savoir, tester de nouvelles idées, apprendre en continu. Parce que dans l'esprit du débutant, il y a 1000 possibilités. Les petites actions que nous avons dit là, nous devons pouvoir les faire tout le temps et tester de nouvelles choses. Et on va terminer avec notre fameux PDCA. Donc, docteur Félicien est revenu assez dessus. Vous avez vu qu'on a une certaine chronologie. On a l'observation. Ensuite, nous sommes allés dans la priorisation, qui est une forme de planification, parce que quand on priorise, on décide de ce qu'on fait immédiatement, on décide de ce qu'on fait après. On nous sommes été dans la planification. Ensuite, on a mis en place des rituels à travers les activités à faire. Et nous avons eu à faire certaines activités. Maintenant, une fois que tout cela a été fait, il faut checker. Il faut checker quoi? Pour voir si on avance. On peut checker notre santé. Si nous sommes surchargés, professionnellement ou individuellement, notre santé va en pâtir. Hein, la preuve, parmi nous, les gens ont les problèmes de dos. Bon, on va aussi dire il y a l'âge et tout, mais les gens vont aller voir les problèmes de dos, les problèmes d'yeux, les problèmes de ceci, tout simplement parce que nous surchargeons notre santé. Si nous sommes mieux organisés, nous gagnons plus dans la santé. Nos finances aussi. Si vous avez l'impression de faire de la rat race, ça veut dire que quelque part, vous ne faites pas du Kaizen personnel. Si chaque année, vous n'êtes pas capable de dire ce que vous avez gagné, de dire si vous avez progressé financièrement, vous ne faites pas du Kaizen. Si vous n'êtes pas capable de dire que vous vous êtes amélioré en tant que consultant et que vous avez plus d'impact dans votre environnement, vous ne faites pas du Kaizen. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un meilleur rendu avec vos relations avec les gens, parce que parfois le langage de la vérité permet de ne pas avoir les problèmes, vous ne faites pas du Kaizen. Et cela dit, une fois que nous avons fait tout ceci, le Kaizen personnel, ce n'est pas changer sa vie en un jour, c'est devenir chaque jour une meilleure version de soi-même, sans violence, sans pression, mais avec une certaine constance. Je vous remercie. Merci à Monsieur Mba, vraiment pour cette présentation très, très enrichissante sur le Kaizen Mindset au niveau personnel. Est-ce qu'on peut faire un tollé d'applaudissements pour ceux qui peuvent, hein, qui trouvent l'emoji pour quand même acclamer cette session de présentation et avec le docteur Félicité qui a précédé aussi cette formation, on peut leur donner des applaudissements. Donc, je pense, docteur Félicité, monsieur Mba, c'est le moment des questions, réponses, témoignages, échanges. Pour ceux aussi hein, qui ont l'expérience de tout ça, peut-être contribuer pour enrichir, voilà, l'audience. Merci. La parole est à qui veut la prendre et je vais laisser le docteur Félicité, voilà, animer et prendre ces questions. Merci. Merci Valérie, merci à Arnaud pour cette présentation. Je tiens à dire quand même que vraiment pour nous, c'était très, très important de montrer ces aspects du Kaizen. On parle beaucoup de Kaizen en entreprise. Chaque fois qu'on parle de Kaizen, c'est toujours dans le cadre professionnel. C'était vraiment important pour nous
en relevant l'aspect personnel, de montrer que définitivement le Kaizen, c'est un état d'esprit plus que un outil de travail en entreprise. Et il a vraiment su relever ces aspects du Kaizen dans notre vie personnelle. Et vraiment, merci Arnaud. Je pense que tout le monde a été assez édifié sur le sujet. Maintenant, comme tu l'as dit, s'il y a des questions, des commentaires ou d'autres avis, ceux qui voudraient peut-être partager d'autres choses avec les autres participants, il suffit de lever la main. Docteur Félicité, j'aimerais dire quelque chose avant peut-être que voilà, les uns et les autres puissent prendre la parole. Je tiens juste à rappeler que les ACPK Talk sont vraiment des sessions de partage. Bien sûr, nous aurons toujours des experts Kaizen pour partager leur expérience, mais nous souhaitons que tous, aussi nombreux que vous soyez, vous puissiez dire un mot pour apporter une contribution, pour enrichir vraiment ces différentes prises de parole. Donc, sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise de dire un mot, de donner un témoignage ou alors de poser une question. Merci. Oui, Valérie, je vois une main levée de Monsieur Ekango. Oui, allô? Oui, allez-y, Monsieur Ekango, on vous écoute. Oui, déjà, merci pour cette opportunité d'apprendre davantage afin d'améliorer nos, notre productivité, notre organisation comme notre productivité. Euh, Déjà, pour moi, je dirais que c'était un plus pour moi. Je parlais de la méthode Kaizen, mais concrètement, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je me disais simplement que c'était déjà organisation tout court. Mais je pense qu'avec le webinaire d'aujourd'hui, ça m'a permis d'être vraiment édifié, vraiment édifié et de revoir euh, un certain nombre de choses dans mon organisation personnelle et pareil que dans l'organisation de l'entreprise. Donc moi, je tenais juste à vous dire à tirer un coup de chapeau sur le travail que vous avez abattu et vraiment de nous édifier davantage, d'organiser les prochaines sessions. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci, Monsieur Ekango. Merci. Je tiens aussi à préciser à Monsieur Ekango et aussi aux autres participants que des webinaires comme ceux-ci sont réguliers. Chaque mois, je pense, Valérie va me le confirmer. Donc, restez juste à l'écoute. Les publications sont faites systématiquement pour tous les webinaires. Il y a vraiment toute une série de webinaires pour partager avec vous vraiment tous les aspects qui tournent autour du Kaizen. Donc, d'autres webinaires vont suivre, hein. Rassurez-vous, il y en aura d'autres. Effectivement, docteur Félicité, tous les mois, des ACPK Talk sont organisés. L'ACPK, pour ceux qui nous ont rejoints après, c'est l'Association camerounaise des professionnels du Kaizen. Nous avons souhaité partager l'expertise Kaizen ouverte vraiment au public, au personnel d'entreprise et même aux consultants qui sont dans cette attitude-là d'apprentissage continu ou pourquoi pas qui viennent partager eux-mêmes leurs propres expériences. Donc, ne vous inquiétez pas, les liens vont être partagés tout à l'heure dans le chat pour être toujours connectés à nos pages. Merci. Il y a Monsieur Stanislas Folle et Monsieur Daniel Mito. Je crois qu'ils veulent parler. OK, merci Daniel Mito, directeur technique au centre hospitalier régional de Libreville au Gabon.
euh, j'ai été vraiment très bien édifié encore parce que, étant déjà directeur technique dans une structure où l'urgence dans nos actions sauve des vies, j'ai été beaucoup édifié sur faire soi-même, atteindre ou déléguer surtout la délégation de tâches. Parce que souvent, il arrive que nous voulons tout faire en même temps, mais impossible de pouvoir organiser et même répondre à des besoins parfois qui nous échappent. Donc, j'ai beaucoup appris aujourd'hui encore. Je voudrais dire merci à tous les participants, mais également à tous ceux qui nous ont euh, apporté leur expertise sur le Kaizen. J'ai, j'ai fait une formation sur le Kaizen à partir de, je crois, monsieur Isidore, qui nous a apporté Kaizen. Et depuis lors, je suis là, je regarde et dis, bon, je me suis connecté parce que j'ai vu le lien. Et ça m'a beaucoup apporté et je crois que je sors là enrichi, quoi. Je tenais à vous remercier déjà pour ça. Merci, Monsieur Mito. Merci beaucoup. Très édifiant. Arnaud Mba, Monsieur Oui, Mba, j'aimerais également rappeler à tous ceux qui sont présents et peut-être ceux qui nous ont rejoints plus tard qu'il y aura une session de replay partagée sur toutes les plateformes de ACPK. Donc, dans le lien, dans le groupe, le chat, voilà, avant de vous déconnecter, vous pourrez copier le lien pour rejoindre toutes nos plateformes. d'accord. Il y a Monsieur Stanislas Folle qui voulait dire un mot. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Oui, il a encore la main levée. Monsieur Stanislas, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et parler, Monsieur Stanislas? Bonsoir, bonsoir à tous. Ici Stanislas Pole, chargé QHSE à Fresco. Vraiment, merci pour la parole donnée. J'ai très été édifié par ce webinaire. Je vais revenir principalement sur deux points. Le point du bloc-notes papier, où je veux partager parce que cela m'a beaucoup aidé. Ça fait de cela 3 mois que j'ai commencé à l'utiliser et je constate que il était plus facile pour moi d'accomplir lors de ma journée les tâches que j'avais programmées le matin, ce qui n'était pas pour autant fait par le passé parce que à certaines périodes de la journée, je pouvais essayer de voir mon bloc-notes pour essayer de voir quelles sont les activités dont j'ai déjà clôturé. Et ça m'a vraiment permis d'avancer. Un autre point, c'est sur l'amélioration continue des petites actions de chaque jour. Ça, c'est dans le domaine de l'anglais où j'ai consciemment pris, je m'étais fixé un objectif de 15 à 30 minutes chaque jour. Et je peux quand même dire qu'au bout d'un certain temps, j'ai une meilleure compréhension et j'ai une meilleure analyse. Donc, je peux vraiment dire que ce passage, c'est pas simplement de parler, mais la mise en application de ces principes-là produit de l'effet immédiat. Merci à tous. Merci, Monsieur Stanislas, pour votre retour. Très édifiant. Merci. En tout cas, comme commentaire, je dirais que c'est un thème qui m'a beaucoup challengé. Je lis beaucoup sur la productivité personnelle, mais je n'avais pas encore pris le temps de chercher quels pourraient être les outils liés au Kaizen qu'on pourrait associer à ça. Et c'était une très belle expérience pour moi. Je remercie encore mes collègues de l'ACPK pour m'avoir donné cette opportunité-là. Je remercie Docteur Félicité pour la pression continue et tout le monde pour votre présence ce matin. Merci. Oui, Madame Blandine, Oui, bonjour à toute l'équipe. merci. Oui, c'était un très bel exposé. J'ai beaucoup appris et surtout la dame qui a exposé en premier, bon, je n'ai pas retenu son nom, la différence Docteur entre une Félicité. entreprise, docteur Félicité, excusez,
Oui, la différence entre une entreprise qui veut acquérir un équipement et une autre entreprise qui améliore ses conditions de travail. Et c'est un challenge auquel notre entreprise fait face au quotidien. Et vraiment, ça m'a beaucoup édifié et ça m'a permis de comprendre que les décisions que nous prenions, c'était des bonnes décisions. Et que avant d'avoir des machines, avant d'avoir des équipements, on peut aussi améliorer aussi la productivité. Et aussi, le monsieur, ça m'a beaucoup édifié aussi. Si on pouvait avoir le PowerPoint, on pourrait vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est vraiment édifiant. L'amélioration continue, le to-do list, tout ça est très important. Et la discipline, quand on le dit, on croit que c'est facile. Mais ce n'est pas du tout facile d'être discipliné. Ce n'est pas du tout Je suis facile. d'accord avec vous, Madame Blandine. La discipline n'est pas facile. C'est Donc, pas facile. au quotidien. On le dit Et comme c'est la raison pour ça. laquelle on se dit que c'est mieux de construire des habitudes sur des choses qui nous plaisent souvent, qui sont Oui, importantes pour oui, nous et que nous faisons facilement. C'est souvent bien parce que le risque souvent, avec le besoin que nous avons à faire de la discipline, c'est d'aller vers des actions qui sont difficiles déjà naturellement pour nous à réaliser. Or, il y a des choses que nous faisons normalement, que nous aimons faire. On peut commencer par construire des habitudes autour de ces actions importantes qui sont positives et que nous aimons faire au quotidien avant de passer à quelque chose de plus difficile. Merci pour votre oui, oui, contribution. oui. Oui, Merci Arnaud, beaucoup. je voudrais rajouter que aussi bien cette difficulté à être discipliné, c'est cela qu'on simplifie dans la présentation qu'on a fait sur les plans d'action. On donne l'indication, il faut des actions simples. La Mhm. discipline, oui, c'est vraiment commençons par quelque chose de simple. Comme Arnaud l'a dit, parfois on veut mettre des choses qui en temps normal sont difficiles. Ce n'est pas parce qu'on les aura planifiées qu'elles vont devenir faciles. Non. Commençons par C'est des ça, c'est choses ça. simples, pas des choses simples, Mhm. même dans le plan d'action, même dans le travail de l'entreprise, pour pouvoir améliorer, c'est-à-dire que pour pouvoir même doubler cette capacité de production, commençons par changer une toute petite chose. Rassurons-nous seulement que Mhm. nous maintenons ce changement-là et que nous sommes dans le système d'amélioration continue. Vous serez surpris de voir où est-ce que vous êtes après 2 ans. Vraiment quelque chose de simple, mais il faut maintenir cela. Il faut que cela soit continu. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cela que la documentation, ça, Arnaud l'a dit, qu'il faut noter ce qu'on fait. Et même là, dans Mhm. la mise en œuvre du PDCA, on insiste sur la documentation de l'ensemble des progrès réalisés. Il faut tout documenter. Ça aide. Ça encourage même. Quand vous regardez après tout ce que vous avez parcouru, ça vous avantage, ça vous motive davantage. Quand vous voyez les efforts que vous avez réussi à faire, vous êtes davantage motivé. Donc, il faut pouvoir les documenter ou en quelque sorte garder les traces, aussi bien personnellement que en entreprise. D'accord, Allô? merci beaucoup. Oui, Madame Flore Meleba, Allô? elle a levé la main depuis. Est-ce qu'elle peut dire un mot avant Monsieur Xiaomi là? Madame Ah Flore oui, monsieur. Meleba, Ok, pardon. Allez-y, vous avez ok. levé la main avant. Merci, merci, merci. Et je vous dis particulièrement merci à toute l'équipe que vous êtes qui avez organisé ça. Merci à nos San, merci, félicité San. C'est vraiment impressionnant de voir que ces rappels euh, nous apportent, enfin pour moi, hein, m'apportent vraiment de l'espoir au quotidien. Vous écoutez, ça encourage et ça nous montre que ces petites actions auxquelles nous sommes amenés à faire dans l'esprit Kaizen sont forcément gagnantes. Et ça nous rappelle pour ce qui est pour moi ce matin, de vous écouter nous montre que la patience est un élément important. Parfois, les autres ne comprennent pas, mais il faut avoir la capacité d'avancer, de présenter les résultats, même si ce sont des tout petits résultats.
Parfois, on parle de la discipline, oui, mais on parle aussi du découragement. Parce que parfois, les autres nous attendent avec des très grands bons, des résultats tout de suite. Et parfois, ça nous décourage parce qu'on est la somme aussi des interactions que nous avons avec les autres. Discipline personnelle, oui. Organisation personnelle, oui, mais nous sommes aussi en interaction avec les autres qui parfois ne comprennent pas ou alors comprennent mais refusent de comprendre et se laissent aller aussi par les attentes des autres personnes, quoi. Donc, mais ce que j'ai pu me rendre compte encore ce matin, de la véracité de tout ce que vous avez présenté dans la discipline, dans la planification, dans le PDCA surtout, c'est la capacité à driver tout le monde, à mettre tout le monde autour d'un même objectif, justement, en faisant ces plans d'action et en avançant ensemble. Donc, vraiment, merci. Je voudrais vous dire merci. Et effectivement, si on veut amener un groupe à avancer, on est obligé d'abord de faire ce même travail-là sur nous-mêmes. Donc, pour moi, vraiment, c'est ce matin un message d'encouragement, un message de ne pas laisser tomber, un message de toujours tenir et un message de toujours penser Kaizen, esprit positif. Merci encore à vous tous et disons au prochain webinaire que j'attends avec beaucoup de joie, quoi, parce que je sais qu'il y a toujours quelque chose que j'apprends. Merci. Merci beaucoup, Madame Meleba. Merci pour votre appréciation. C'est très gratifiant. Merci. Non, il y a Monsieur Xiaoming là qui voulait tout à l'heure. Oui, je suis là. Je ne sais pas si je me écoutais. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Ah, d'accord. Donc, je m'appelle Guéléou Yannick. C'est vrai que mon nom ne figure pas là. Je suis Guéléou Yannick, promoteur de l'entreprise. Donc, je trouve très intéressant l'échange, surtout au niveau de l'ikigai. L'ikigai avec la triplicité interrogative qui nous plonge vraiment au cœur de ce que l'on recherche, c'est-à-dire en tant qu'être vivant, la motivation naturelle et surtout ce qu'on veut laisser comme héritage. Moi, ça m'a un peu rappelé un livre de Darren Hardy sur l'effet cumulé, donc j'ai vraiment trouvé ça très inspirant. Bon, mais maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut quand même avoir une signification étymologique, c'est-à-dire que d'où nous vient l'ikigai et le kaizen? Ce sont des termes, j'ai beaucoup entendu cela avec Madame Ayama. Je trouve que c'est propulseur, c'est comme un véritable levier. Est-ce qu'on peut avoir des raisons historiques qui nous poussent à croire en ces deux stratégies, ces deux méthodes-là? Ça, c'est une première interrogation. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des prédispositions à réunir pour pouvoir tirer profit des principes qui gouvernent la méthode de Kaizen, mindset personnel et tout cela. Et pour sortir, maintenant, dire non à sa famille, vraiment, j'ai l'impression que ça allait être très difficile aujourd'hui dans notre contexte africain. Parfois, c'est avec le temps, quand vous réussissez, que les gens commencent à mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire dès le départ. Une famille qui vous a soutenu parfois tout au long de votre processus, depuis votre bas âge, c'est un peu difficile à un certain moment donné de dire non parce qu'on a des objectifs à atteindre. Est-ce qu'on ne peut pas parfois faire preuve de pédagogie au fur et à mesure et qu'à un certain niveau... Allô? Oui, donc voilà un peu ma contribution. Je ne sais pas si je me suis fait entendre. Oui, je pense qu'on a bien noté. Merci pour votre contribution. Si je l'ai bien noté, je vais revenir un peu sur l'origine du Kaizen. Arnaud va reprendre pour l'ikigai, hein.
En fait, à l'origine, le Kaizen, cette philosophie, cette façon de faire, euh, est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon avait un problème de productivité de ses entreprises à résoudre et il n'avait pas les moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de dire que on va racheter ou on va renouveler toute l'usine ou tout. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas d'argent et il fallait se débrouiller pour produire mieux et plus avec ce qui était là. Donc, c'est un défi qui les a poussés donc à développer ce système, cette façon de faire de petites améliorations sans, je ne vais pas dire sans moyens, mais avec très peu. Et là, c'est l'une des particularités du Kaizen, c'est de faire mieux, vraiment sans ressources supplémentaires, avec ce qu'on a optimisé les ressources que nous avons. Et vous-même, vous voyez ce qu'est devenu l'industrie du Japon aujourd'hui. Donc, pour vous dire comment, pour vous dire à quel point ces principes-là marchent et sont efficaces. D'accord. Euh, en termes de prérequis pour le Kaizen, en fait, disons qu'il y a des conditions qui doivent être réunies pour que le Kaizen puisse être efficace et effectif. Le Kaizen a ceci de particulier, des gens disent, on utilise très peu de moyens. Si pour résoudre un problème, vous avez besoin qu'on achète ci, on achète ça, on achète... Vous n'êtes certainement plus vraiment en train de faire du Kaizen. Les ressources qui sont là, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est pour cela qu'on a, Arnaud l'a souligné tout à l'heure, le Gemba. Il faut d'abord faire le point sur ce qui est là. Dans le cas des entreprises qui avaient cette ligne d'étiquetage qu'il fallait améliorer, la première chose que l'équipe de Kaizen a fait, c'est de faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui est là? Il faut d'abord faire l'état des lieux pour pouvoir optimiser ce qui est là. Il y a l'esprit participatif et on l'a relevé. Il faut faire participer toute l'équipe. Ça, c'est très important. Il y a dans le PDCA, au niveau de plan, pour la planification, un des outils justement qui est conseillé, c'est le brainstorming. Il faut faire participer tout le monde. Ça, ce sont des éléments qui aident à rendre le Kaizen efficace. Donc, vraiment, les ressources disponibles, faire participer tout le monde et les petites améliorations. Quand vous travaillez avec ça et avec cette logique en tête-là, vous vous donnez beaucoup de chances de rendre le Kaizen vraiment efficace dans ce que vous faites. Je pense qu'Arnaud va répondre pour l'ikigai, hein. Mais pour ce qui est de dire non à la famille, c'est vrai qu'Arnaud a dit qu'il faut pouvoir dire non. Mais bon, on peut dire non en mettant un peu des gants. Je pense qu'il y a aussi la manière de le faire, mais ça doit rester à un moment donné. Si c'est ce qu'il faut faire, il faut pouvoir le faire. Maintenant, bien sûr, hein, on peut essayer d'aménager, arrondir les angles, mais trouver un moyen d'arriver à le faire. Donc, Arnaud, si tu peux lui répondre pour l'ikigai. Arnaud? Allô? Oui, merci, docteur Félicité, d'avoir brossé toutes ces réponses-là. Oh, je ne saurais dire exactement ce que c'est que... En fait, je crois que l'ikigai, c'est un concept culturel japonais. C'est originaire du Japon. Et c'est un peu ce fonctionnement que beaucoup appliquent là-bas. Donc, je crois que c'est né dans leur culture et autres. Et ça a pris de l'ampleur dans le monde parce qu'après, des gens ont fait des recherches dessus pour voir quels étaient les éléments les plus importants dans la vie d'un individu. Et à chaque fois, c'est revenu. Mais c'est un concept à la base qui vient du Japon. Et je ne saurais honnêtement dire pourquoi ça a vu le jour. Mais je sais juste que ça vient des traditions anciennes, ça vient des pratiques qui ont cours au Japon. Voilà. Oui, Valérie, ça, peut-être tu vas ajouter. Oui, merci Mbassan. Merci de me donner la parole à propos de l'ikigai. Parce que avant chaque accompagnement, avant chaque projet de Kaizen dans une entreprise,
au moins pour la personne du manager, nous insistons sur la question d'ikigai pour recentrer un peu le cœur même de l'engagement que le chef d'entreprise va mettre dans son projet, dans ses activités. L'ikigai ici, comme tu l'as si bien dit, Arnaud, c'est une culture qui est propagée depuis le Japon, qui est aujourd'hui très occidentalisée et qui pose que chacun a une raison pour laquelle il a été fait. Chacun a une vocation. Et le fait de le trouver réduit l'effort qu'on mettra à se discipliner de. Beaucoup de gens se forcent, comme tu l'as dit, ou bien beaucoup de gens poursuivent les rêves des autres. Beaucoup de gens essaient de Valérie, ton profiter. volume est un peu bas, hein? Allô, Bon, est-ce que vous m'entendez là? oui, là, ça Ah, est-ce passe que un c'est peu mieux? mieux. Oui, un peu mieux. Oui, donc tu l'as si bien relevé dans ton propos. Beaucoup sont motivés en observant les autres. Beaucoup s'organisent pour suivre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes la force ou alors les raisons de se lever. Une autre chose que j'aimerais dire sur l'ikigai, c'est qu'en psychologie, on parle de drivers, qui sont les moteurs même de la motivation. Pour certaines personnes, quand on observe, on croit que ça leur vient naturellement. On croit que les choses, ils les font de façon tellement fluide. On se demande comment ils font pour avoir autant de charisme. En psychologie, on parle de motivation intrinsèque et extrinsèque. Ce que vous allez voir chez les autres, qui vont vous motiver, qui vont vous permettre de pousser ce qu'on va vous dire, ce sont des facteurs externes, des, des motivations extrinsèques. La motivation qui est intrinsèque est liée à votre ikigai, la raison pour laquelle vous êtes fait. Beaucoup aujourd'hui se retrouvent en reconversion professionnelle parce qu'à un moment, ils se sont assis, ils se sont Ton volume est épuisés. toujours bas. Je ne pense pas que les gens t'écoutent bien. Peut-être c'est moi le problème, hein, je ne sais pas. Bon, je réussis quand même à avoir Vraiment mon... désolé. J'écoute quand même. Il y a quelqu'un qui est en train de Vraiment parler. désolé. Peut-être que de toutes les façons, il y a plusieurs talks qui vont voilà, aborder aussi ces aspects-là. Je voulais juste poser quel est le sens même de l'ikigai. Parce que au Japon, à une certaine époque, on ne demandait même pas aux gens quelle est votre ambition, qu'est-ce que vous souhaitez faire. On leur posait la question, quel est votre ikigai? C'est pour ça qu'on pouvait leur confier un certain nombre de choses. Et une des compétences, c'était de connaître quel est son ikigai. Vous savez, on ne peut pas l'idée aujourd'hui, on ne peut pas manager si on ne connaît pas sa propre raison d'être. C'est très, très important. Donc, je vais m'arrêter là avec les questions de volume pour, voilà, pour laisser la place à ceux qui auraient d'autres questions et un meilleur son. Merci. Oui, Valérie, je pense que nous avons fait un peu de tout et que ben, je pense que les thèmes sont assez intéressants. Là, nous sommes à quasiment 30 minutes au-delà du temps qui était prévu pour le webinaire. Ça témoigne à suffisance de l'intérêt que les participants ont eu pour ce thème. Et aussi, ce qui va nous réjouir, c'est aussi qu'on ait réussi à leur apporter un plus, à les édifier davantage sur une ou autre chose à laquelle ils sont confrontés au quotidien. Vraiment, c'est un plaisir pour la CPK de pouvoir apporter des solutions à vos défis et challenges. Donc, je pense que nous allons remercier vraiment tous les participants qui étaient en bon nombre quand même aujourd'hui pour leur présence, leurs interventions et leurs encouragements. Et vous dis qu'on se retrouve le mois prochain pour le prochain webinaire. Tel comme Valérie l'a signalé tout à l'heure, le lien pour l'enregistrement, il sera partagé. S'il ne l'est pas déjà, je pense que c'est déjà fait. Et ben, restez connectés à nos différents réseaux pour suivre la programmation des prochains webinaires. Vraiment, merci à vous et à tous qui étaient là, toute l'équipe.
Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de journée et un très, très bon week-end. Et au mois prochain pour le prochain webinaire. Merci, merci. Merci, Merci à mes merci. amis du Gabon, de la Côte d'Ivoire que j'ai vu en ligne là, et tous les autres pays qu'on n'a pas pu identifier. Merci surtout aux participants du Cameroun, aux membres des diverses associations Kaizen et à nos valeureux consultants qui ont participé durant toute cette journée. Oui, Guy Mexan, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Guy Mexan, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Recevez le bonjour du Gabon. Merci.